Cro-Blanc par Jack London. Chapitre 17. Le règne de la haine. Sous la tutelle du dieu fou, Cro-Blanc devint à son tour un être vraiment diabolique. Il était tenu enchaîné dans un enclos situé derrière le fort et où Botti-Smith venait l'agacer, l'irriter et le repousser vers l'état sauvage par toutes sortes de menus tourments. L'homme avait découvert l'irritation spontanée du jeune loup dès que celui-ci voyait rire de lui, et il ne manquait pas à cet amusement, qui faisait toujours suite à ces traitements inhumains. C'était un rire sonore et méprisant, à grands éclats, et tout en riant le dieu tendait ses doigts vers Cro-Blanc en signe de dérision. Dans ces moments, Cro-Blanc sentait sa raison s'en aller. Dans les transports de rage auxquels il s'abandonnait, il devenait plus fou que Botti-Smith lui-même. Cro-Blanc avait été hier l'ennemi de sa race. Il devenait maintenant, avec férocité encore accrue, l'ennemi de tout ce qui l'entourait. Sa haine était aveugle, et sans la moindre étincelle de raison. Il haïssait la chaîne qui l'attachait, le passant qui l'épiait à travers les barreaux de son enclos, le chien qui accompagnait ce passant et qui grondait méchamment en insultant à son malheur. Il haïssait les matériaux de l'enclos qui l'emprisonnaient, et bientôt, par-dessus tout, il prit en haine Botti-Smith. Mais Beauté avait un but dans sa conduite. Un beau jour, un certain nombre d'hommes blancs se réunirent autour de l'enclos de Cro-Blanc, et Beauté, étant entré gourdin en main, détacha la chaîne du cou du jeune loup. Celui-ci, lorsque son maître fut sorti, put aller et venir en liberté dans l'enclos, et commença par vouloir se jeter sur les hommes blancs qui étaient dehors. Il était magnifiquement terrible. Sa taille atteignait alors plus de 5 pieds de long et 2 pieds et demi à la hauteur de l'épaule. Par sa mère, il avait hérité des lourdes proportions du chien, en sorte qu'il pesait, sans une once de graisse, ni de chair superflue, dans les 90 livres. Il était tout muscle, tout os et tout nerf, ce qui est la plus belle condition d'un combattant. La porte de l'enclos s'ouvrit à nouveau. Cro-Blanc attendit. Quelque chose d'extraordinaire allait sans nul doute se produire. La porte s'ouvrit moins étroitement, puis se referma à toute volée sur un énorme mâtin qu'elle avait laissé passer. Cro-Blanc n'avait jamais vu de chien de cette espèce, mais il ne fut troublé ni de la forte taille, ni de l'air arrogant de l'intrus. Il ne vit en lui qu'un objet qui était ni en bois ni fer, sur lequel il allait enfin pouvoir décharger sa haine. Du dehors, les hommes criaient et applaudissaient, tandis que Botti-Smith était comme en extase du merveilleux succès de ses pratiques. Il n'y eut dès l'abord aucun espoir de victoire pour le matin. Il manquait de présence d'esprit dans la conduite du combat, et ses mouvements étaient insuffisamment alertes. Finalement, il fut dégagé et traîné dehors par son propriétaire, tandis que Botti-Smith frappait à tour de bras avec son gourdin sur le dos de Cro-Blanc pour lui faire lâcher prise. Il y eut alors le paiement d'un pari, et des pièces de monnaie cliquetèrent dans la main de Botti-Smith. De ce jour, tout le désir de Cro-Blanc fut de voir des hommes se réunir autour de son enclos, car cette réunion signifiait un combat, et c'était la seule voie qui lui restait pour extérioriser sa force de vie, pour exprimer la haine que Botti-Smith lui avait savamment inculquée. Et de ses capacités combatives, Botti-Smith n'avait pas trop préjugé, car il demeurait invariablement le vainqueur. Dans une de ces rencontres, 3 chiens furent successivement abattus par lui. Dans une autre, un loup adulte, nouvellement enlevé au wild, fut projeté d'une seule poussée à travers la porte de l'enclos. Une 3e fois, il eut à combattre simultanément contre 2 chiens. Ce fut sa plus rude bataille, mais il finit par les tuer tous les 2 et faillit lui-même en crever. Lorsque commencèrent à tomber les premières neiges de l'automne et que le fleuve se mit à charrier, Beauté prit passage, avec Cro-Blanc, sur un steamboat qui remontait le cours du Yukon vers Dawson. Grande était par toute la contrée la réputation de Cro-Blanc. On le connaissait sous le nom du loup combattant, dans les moindres recoins du pays, et la cage dans laquelle il était enfermé sur le pont du bateau était environnée de curieux. Il rageait et grondait vers eux, ou bien se couchait d'un air tranquille en observant tous ces gens dans les profondeurs de sa haine. Comment ne les eût-il pas haïs? Haïr était sa passion, et il s'y noyait. La vie, pour lui, était l'enfer. Fait pour la liberté sauvage, il devait subir d'être captif et reclus. Les gens le regardaient, agitaient des bâtons entre les barreaux de sa cage pour le faire gronder, puis riaient de lui. Quand le steamboat fut arrivé à Dawson, Cro-Blanc vint à terre, mais toujours dans sa cage et livré au regard du public.
on payait 50 cents en poussière d'or le droit de le voir. Afin que les assistants en eussent pour leur argent et que l'exhibition gagnât en intérêt, aucun repos ne lui était laissé. Dès qu'il se couchait pour dormir, un coup de bâton le réveillait. Entre-temps, et dès qu'un combat pouvait être organisé, il était sorti de sa cage et conduit au milieu des bois à quelques miles de la ville. L'opération s'effectuait d'ordinaire pendant la nuit, pour éviter l'intervention des policiers à cheval du territoire. Après plusieurs heures d'attente, au point du jour, arrivait l'assistance, et le chien contre lequel il devait combattre. Il eut pour adversaire des chiens de toute taille et de toute race. On était en terre sauvage. Sauvages étaient les hommes, et la plupart des rencontres étaient à mort. La mort était pour les chiens, cela va de soi puisque Cro-Blanc continuait à combattre. Il ne connaissait toujours pas de défaite. L'entraînement auquel il s'était livré avec Lip-Lip et les jeunes chiens du camp indien lui servait à cette heure. Pas un de ses adversaires n'arrivait à le culbuter. Chien du Mackenzie, chien d'Esquimau ou du Labrador, mastoc ou malemute, chien aboyeur et chien muet, tous étaient impuissants contre lui. Jamais il ne perdait pied. C'est là que le public l'attendait. Mais toujours il déconcertait cet espoir. Non moins rapide était la promptitude de son attaque, à ce point qu'il mettait à mal son adversaire 9 fois sur 10 avant même que celui-ci se fût paré pour la défense. Le fait se renouvela si souvent que l'usage s'établit de ne point lâcher Cro-Blanc avant que le chien adverse eût achevé ses préliminaires de bataille, ou même se fussent rués le premier à l'assaut. Peu à peu, les rencontres de ce genre se firent plus rares, les partenaires se décourageaient, ne trouvant plus de champion de force équivalente à lui opposer. Botty Smith était forcé de lui donner à combattre des loups qu'il se procurait. Ces loups étaient capturés au piège par des Indiens, et l'annonce de l'un de ces duels ne manquait pas d'attirer un important concours de spectateurs. On alla jusqu'à lui présenter une grande femelle de lynx, et cette fois il combattit pour sa vie. La vitesse du lynx valait la sienne, et sa férocité n'était pas inférieure à celle de Cro-Blanc. Tandis qu'il n'avait que ses crocs pour seule arme, le lynx luttait avec toutes ses griffes, de ses 4 pattes, en même temps qu'avec ses dents acérées. La victoire resta cependant à Cro-Blanc, et les combats cessèrent jusqu'à nouvel ordre. Il avait épuisé toutes les variétés possibles d'adversaires. Il redevint donc un simple objet d'exhibition. Cela dura jusqu'au printemps lorsqu'advint dans le pays un nommé Tim Keenan, tenancier de jeu, qui amenait avec lui le premier bulldog que l'on eût vu au Klondike. Que ce chien et Cro-Blanc dussent entrer en lice face à face était chose inévitable. Durant une semaine, le combat qui se préparait fit l'objet de toutes les conversations, dans le monde spécial qui fréquentait certains quartiers de la ville.